Merci. Jean Auray, professeur au département d'éducation et formation spécialisée à l'UQAM. Je m'aperçois que j'arrive au moment où le colloque commence à faire sa pelote. La grosse boule de neige commence à être intéressante, avec plein de liens, en tout cas que pour ma part, je fais entre la récapitulation depuis hier de toutes sortes de choses passionnantes. Voilà. Moi, je vais vous parler d'une chose comme titre, une recherche inclusive. C'est le terme sur lequel je vais essayer d'insister, qui accepte aussi sa propre vulnérabilité, et ça fait la suite de ce que vous venez de dire à propos de participants qui sont des personnes ayant une déficience intellectuelle. Alors, cette communication, elle a pour objectif de clarifier les conditions de définition et de réalisation d'une recherche qui se veut inclusive et qui accepte sa propre vulnérabilité. Et en particulier, je voudrais l'exposer, cette vulnérabilité, sous l'aspect de la lenteur et de la prudence méthodologique qui sont nécessaires pour une mise en place qui soit éthiquement respectueuse des participants. Je vais m'appuyer sur le déroulement d'une recherche que je mène à l'heure actuelle et qui a pour thème l'apprentissage tout au long de la vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. C'est une recherche dans laquelle je cherche à leur donner la parole directement pour recueillir leurs attentes et leurs désirs en ce domaine. Et lorsqu'il est question de vulnérabilité, ça ne semble pas seulement attaché à la vulnérabilité supposée des sujets dont on parle, parce que certes, ces personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle voient leur liberté, leur capacité d'exprimer leurs attentes et leurs désirs limitées par un environnement socio-économique qui leur est à la fois hostile et qui en même temps se veut paradoxalement protecteur. Une précédente communication l'avait soulevé. C'est ainsi qu'elles peuvent être vues comme vulnérables du fait du contexte. Mais il me semble, en tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens en tant que chercheur, je ressens ma propre vulnérabilité dès qu'on veut les rencontrer avec sincérité, avec tact, avec respect, et qu'on veut minimiser le surplomb social qui nous affecte d'une certaine façon. Et donc il faut accepter de perdre des assurances symboliques que confère un certain statut dans ce domaine. Alors je vous propose donc d'examiner cette question, ce qui dans les actions concrètes nécessitées par cette recherche et sa méthodologie, concernant principalement alors le recrutement des participants, je m'intéresse surtout à ça, donne corps aux 5 arcs-boutants de la société inclusive, tels que les propose l'anthropologue Charles Gardner. Voilà, qui dans cet ouvrage, La société inclusive, parlons-en, sous-titré Il n'y a pas de vie minuscule, décline, et puis je vais les récapituler, 5 arcs-boutants, 5 principes, on pourrait dire, d'une société inclusive. Mais tout d'abord, une petite explication, pourquoi interroger le désir d'apprendre? Parce que le désir, c'est ce qui porte, c'est ce qui confère de l'existence à la personne, ce qui lui en donne le sentiment. Et parce que, contrairement à ce qui est souvent entendu ou sous-entendu, les personnes dont on dit qu'elles ont une déficience intellectuelle ne sont pas seulement des êtres de besoin, de manque, mais aussi des êtres de désir. Et puis parce qu'apprendre, c'est ce qui caractérise les êtres vivants, et particulièrement les êtres humains. Et cette pulsion épistémophilique, pour employer un mot un peu cuistre, décrite par Freud et par Mélanie Klein, initialement tournée vers la question de ses propres origines et de son engendrement en lien avec la sexualité, elle se différencie vers toutes sortes de savoirs, à condition de ne pas avoir été découragée d'avance. Et cette recherche vise à entendre et à faire entendre des personnes ayant une déficience intellectuelle à propos de ce qui est conçu pour elles, en général sans les consulter, depuis l'école jusqu'aux activités d'adultes. Finalement, ce sont avant tout des personnes singulières à rencontrer. Je voudrais citer Montaigne. Ceux que nous appelons monstres ne sont pas des monstres pour Dieu, c'est nous qui sommes surpris et étonnés par cette forme de création. Pour faire l'image. Alors, la vulnérabilité, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai reçu la proposition, ce n'est pas une catégorie à laquelle on pourrait assigner des groupes de personnes. Il me semble qu'elle se manifeste aussi par son expression contraire, dont on peut tous prendre conscience, nul n'est invulnérable. Il n'y a pas de personne, de groupe vulnérable, et d'autres qui ne le seraient pas. Et cette non-invulnérabilité, elle s'exprime comme une vulnérabilité en contexte, et ça, je fais écho à des choses qui ont déjà été dites. C'est le contexte de vie qui fragilise la possibilité pour les personnes de s'autodéterminer, de faire des choix, de s'engager dans l'action individuelle ou collective.
Et nos sociétés, aux mentalités ancrées dans le paradigme productiviste, sont particulièrement inhospitalières à ces personnes qu'elles ont catégorisées comme ayant une déficience intellectuelle. Tout au plus, au mieux, ces personnes sont l'objet de commisération individuelle ou collective et d'une action médico-sociale, souvent appelée prise en charge. Mais le poids que ça pèse, une prise en charge, dans laquelle on les désigne ici particulièrement comme clients, qui vient du latin cliens, qui signifie vassal, protégé, mais qui est formé d'un verbe plus ancien qui signifie obéir. C'est difficile à porter. Or, mal nommer les choses, disait Camus, c'est ajouter du malheur au monde. Alors on va essayer de changer parfois les dénominations. Pour sa part, le chercheur, en situation où il est prévisible qu'il pourrait rencontrer des difficultés à entrer en relation avec ses participants, avec ses partenaires informateurs, où il pourrait rencontrer des difficultés lors des interactions verbales nécessaires aux entretiens, parce que ce n'est pas toujours facile, se trouve placé, lui aussi, dans une situation qui pourrait être qualifiée de vulnérabilité. Sa recherche, en tout cas, elle, est rendue vulnérable, en tout cas incertaine de son succès. Alors je vais reprendre maintenant les 5 arcs-boutants et regarder avec vous comment les comprendre et comment finalement les vivre, si possible, à travers une éthique de la recherche. La présentation, c'est un peu curieux, mais ça, c'est pas grave. Ces passages Mac PC, c'est parfois un peu surprenant. Le premier arc-boutant, qui est exprimé par Charles Gardou, c'est « Nul n'a l'exclusivité du patrimoine humain et social ». Et ça me semble important de souligner qu'une recherche en sciences humaines impliquant un certain nombre d'acteurs est en elle-même, en tant que processus, en tant que projet partagé et vécu, un bien social. De plus, elle vise comme ensemble de connaissances à venir la production d'un bien social qui va venir enrichir le patrimoine commun, même modestement, je vous l'accorde. Et dans la situation évoquée, ici, en se voulant inclusive, elle doit donc permettre aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle d'en jouir et d'y participer, et de participer à la production de données comme à la réception des résultats. Elle doit leur permettre de s'y sentir comprises, dans les deux sens de ce terme comprise. C'est-à-dire que chacun s'y sente compris dans son expression, à travers sa parole et ses gestes, mais compris comme faisant partie, c'est-à-dire comme comptant au nombre de ceux qui y ont pris part. Être, là, le côté presque mathématique, être compris dans quelque chose. Alors comment peut-on faire? À quoi faut-il être attentif? En tout cas, je tente de l'être. Je me suis rendu dans un organisme d'abord qui accueille des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et au sein duquel, organisme, je ressentais une adéquation avec mes propres valeurs. Là aussi, ça a été cité à la question de l'expression et de l'adéquation de ces valeurs. Un lieu où les personnes sont considérées comme des sujets, respectés dans leur droit à l'autodétermination, invités à développer au maximum leur potentiel de participation sociale, à travers en particulier, dans le cas d'espèce, une grande diversité d'activités d'expression créative et artistique. Un lieu où le patrimoine culturel et artistique est offert en partage et où chacun peut, à sa mesure, y contribuer par sa propre production. Un lieu, enfin, où je sentais que les personnes, en confiance, assurées du respect qui leur est dû, où je maximiserais mes chances de rencontrer des personnes assurées de leurs valeurs, de leur propre dignité, des participants dans les meilleures conditions de participation par conséquent. Le deuxième arc-boutant indiqué, c'est l'exclusivité de la norme, ces personnes, la diversité, c'est tout le monde. Et ce deuxième principe, appliqué à la recherche qualitative, correspond bien au fondement de celle-ci, me semble-t-il, en particulier à son intentionnalité compréhensive. C'est une recherche qui accorde plus d'importance à la diversité des singularités, à la polyphonie de l'humain, dit Charles Gardou, qu'à la recherche de l'unité normative, car c'est sur l'assemblage de ces variations, le rapport au bien commun, que se construit l'unité humaine. C'est une recherche qui explore, qui n'a pas d'a priori, qui cherche à se laisser surprendre. L'intérêt se porte sur le panorama, le paysage offert par la diversité. Un informateur n'est pas interchangeable avec un autre. Ce en quoi celui-ci ou celle-ci propose un discours qui se distingue de tout autre déjà enregistré, c'est ça qui est intéressant dans ce type de recherche. Cela suppose donc une recherche fondée sur le lien, sur la reconnaissance. Je pars de l'idée qu'elle n'aboutira pas à une réponse univoque. Il est certain qu'elle ne se conclura pas par une formule du genre « les personnes ayant une déficience intellectuelle pensent que, agissent ainsi ». Sa conclusion sera certainement plutôt du genre « le désir d'apprendre de ces personnes
peut s'exprimer à travers la diversité des apprentissages suivants auxquels elles aspirent. Il peut revêtir les formes suivantes auxquelles il convient d'être attentif pour y apporter des réponses. Ça n'engendrera donc pas un programme clos. Comment faire? Tout d'abord, prendre le temps nécessaire pour proposer de participer à toutes les personnes qui fréquentent l'organisme. Partant de la seule information évidente, elles sont là parce qu'elles ont été identifiées socialement comme porteuses d'une déficience intellectuelle. Hier, on en a parlé, je ne sais plus dans quel cadre, mais moi je disais que ce qui m'importe, c'est voilà, elles sont réunies ici, c'est notre organisation sociale qui les met là, et c'est à ce titre-là que je vais m'y intéresser, et non pas à cause du diagnostic biomédical qui a été posé sur elles, et dont je reste largement ignorant. Prenant le temps, je vois bien que j'ai affaire à une petite communauté, au sein de laquelle s'exprime une extrême diversité. Diversité des modes de relation, des modes d'expression, des aspirations, des intérêts. Au début, certaines personnes me paraissent difficilement accessibles. Je ne voyais pas comment entrer en relation avec elles. Mais l'observation des interactions entre elles et avec les intervenants m'a instruit petit à petit des moyens propres à les rencontrer, même si j'ai une certaine expérience professionnelle antérieure de travailler avec ce type de public. Toutes ces informations ont d'abord été recueillies donc, dans une phase de plusieurs mois d'observation, de fréquentation, de prise de contact, de familiarisation. Et plus le temps passe, plus la diversité me semble riche et évidente, et elle s'exprime à mesure que progresse la confiance née de la pratique d'activité ensemble. Il ne faut pas trop, dans ce type de contexte, rester un strict observateur. Troisième arc-boutant, il n'y a pas de vie minuscule ni vie majuscule. Avec ce troisième arc-boutant, nous sommes au cœur de l'idée inclusive, la reconnaissance de la valeur inaliénable de chaque être humain et son appartenance à une commune condition de vulnérabilité. À rebours de la valorisation de la puissance et de la performance comme échelle de mesure de la dignité des êtres, telles que les pratiquent en général nos sociétés, Charles Gardou nous dit « L'idée de société inclusive implique une intelligence collective de la vulnérabilité, conçue comme un défi humain et social à relever collectivement. » Et dans l'organisme où j'ai choisi de commencer cette recherche, il y a des participants, des professionnels et des bénévoles, au milieu desquels je m'introduis comme un chercheur pour devenir l'un d'eux. Ici, tout est fait pour valoriser les productions individuelles et collectives. La directrice me confiait « Chacune ici est limité dans ses capacités, mais à tous, on peut. Dans des projets collectifs, on peut tout. » Et ils en administrent largement la preuve régulièrement. Il m'a fallu prendre du temps pour être présent dans les activités, afin de signifier aux participants potentiels l'intérêt que je porte à ce qu'ils ou elles font. Alors ça peut aller jusqu'à la mise en valeur de leur réalisation par des photos ou des vidéos réalisées d'un commun accord. Prendre le temps de partager ensemble des aventures, des activités dans lesquelles, en tant que chercheur, on va s'impliquer sans se trouver en situation de maîtrise. Moi, si vous me demandez avec elle de chanter, de danser, de peindre, de coudre, de jouer la comédie, je suis loin de maîtriser la situation. Voilà. Mais c'est avec plaisir. Et avant de solliciter les participations à la recherche pour une production de connaissances, il faut se donner le temps de la reconnaissance réciproque. En effet, selon le commentaire que fait Paul Ricoeur de ce terme, en français, le mot reconnaissance signifie deux choses. Être reconnu pour qui on est, reconnu dans son identité, mais aussi éprouver de la gratitude, avoir de la reconnaissance. Et la gestuelle de la reconnaissance, poursuit Ricoeur, c'est un geste constructif de reconnaissance à travers une chose qui symbolise le donateur et le donateur. Quatrième arc-boutant, vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions. Vivre, ça renvoie aux seuls besoins biologiques, à la substance pour continuer à vivre. Exister renvoie aux aspirations, aux réalisations, aux relations, à la participation sociale et finalement à l'inachèvement propre à l'être humain. Et je m'appuie sur ce vers de Victor Hugo qui nous dit « C'est par le réel qu'on vit, c'est par l'idéal qu'on existe. Les animaux vivent, l'homme existe. » Et il poursuit « Exister, c'est savoir ce que l'on vaut, je vais reprendre l'expression, ce que l'on peut et ce que l'on doit. » En effet, on peut être l'objet de tous les soins nécessaires et possibles et mourir de n'exister pour personne. C'est le lot de nombreuses personnes handicapées. Or, pour exercer ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler empowerment,
recouvrant les expressions d'estime de soi, de compétences personnelles à agir inhérentes au désir de participation sociale, il ne suffit pas de disposer de ressources et de qualités personnelles. Il faut un environnement social, communautaire, familial favorable, soutenant. La reconnaissance des aspirations et des capacités créatives, en particulier artistiques, de ces personnes, constitue un puissant levier à cette fin. À cet égard, un contexte soutenant d'apprentissage et de développement de ces activités s'avère primordial. Un milieu de ce genre est particulièrement favorable pour rencontrer des participants à une recherche qui questionne sur une modalité de l'existence qui est primordiale, une modalité primordiale, apprendre. Et en reprenant les vers de Victor Hugo, c'est ce qui va structurer finalement la recherche avec un questionnement en 3 temps adressé aux personnes. Le premier qui porte sur ce qui est su, c'est-à-dire en gros ce que l'on vaut. Hein. Le deuxième sur ce de quoi la personne se sent capable d'apprendre, ce que l'on peut. Et enfin le troisième est à propos de ce que l'on se fait un devoir ou un projet d'apprendre, c'est-à-dire ce que l'on doit. Pour soutenir l'expression des participants, différentes modalités sont prévues, parmi lesquelles la vidéographie de leurs activités, pour en soutenir le commentaire ensuite, l'explicitation, l'extrapolation, des cartes imagées pour soutenir l'exploration d'une grande variété d'activités d'apprentissage. C'est donc une recherche qui questionne sur autre chose que le manque, la déficience, mais qui questionne sur les capacités, les réalisations et les aspirations. Une recherche qui appelle à dire « je » de la même manière que ce que l'art permet comme modalité idéale, au fond, d'expression de soi et de ses désirs. Ce que j'essayais d'illustrer avec quelques images. Il convient donc que cette recherche assure, on pourrait dire, le secrétariat de ces personnes, ne trahisse pas leurs paroles, s'assure de leur validité. Je cite là Boisvert et Guillemette là, qui disent « La recherche a besoin d'un accès au monde intérieur de ces personnes, à leur représentation, à leur univers de sens. » Alors que le plus souvent, elles sont interrogées sur le présent de leur activité, qu'est-ce que tu fais, simplement sur le passé, mais sans leur demander d'exprimer un jugement de valeur ou des attentes concernant l'avenir qu'elles donnent à ces activités. Et je finirai donc avec le 5e arc-boutant. Tout être est né pour l'équité et la liberté, qui vient rappeler que l'égalité formelle ne suffit pas à assurer la justice des situations sociales et l'égalité réelle. Les ressources ordinaires doivent être accommodées pour offrir un égal accès aux soins de santé, à l'éducation, à la sécurité économique, etc. À moins de quoi, c'est la liberté d'agir, de participer, de s'autodéterminer qui est affectée. Et cela implique donc, dans la recherche même, de placer des facilitateurs. Au sein de la recherche, la méthodologie peut aussi se préoccuper d'une éthique de l'équité et de la liberté. C'est un des points qui pose à mes yeux le plus de questions. Et je finirai sur ces questions. En effet, par exemple, préserver le souci d'équité m'a incité, et j'ai dit un peu en introduction, à être particulièrement attentif à prendre le temps avec des personnes moins rapides dans leur prise de décision, pour leur demander si elles accepteraient de participer. Mais pour cela, je suis revenu vers chacune d'elles à plusieurs reprises pour formuler ma proposition de participation à la recherche, après l'avoir fait collectivement. J'ai sollicité leurs questions préalables, j'ai pris le temps de répondre à leurs interrogations, je leur ai laissé le temps d'en parler à leur entourage avec un petit document à l'appui. Et je me demande toujours si ça n'est pas contre-productif, si à trop le faire, on ne prend pas le risque de paraître augmenter une forme de contrainte où aller dans ce domaine. Et pour compenser la présumée vulnérabilité des participations potentielles, on est incité à mettre en place des moyens qui, pour leur offrir l'opportunité de participer, peuvent aboutir à les contraindre, à répondre positivement par un souci de désirabilité. C'est un problème que l'on retrouve aussi lors des entretiens, pour s'en tenir à leur dire, tout leur dire, mais rien que leur dire. Il est impératif, nous disent Benoît et Essel, il est impératif de réfléchir à la manière de soutenir les compétences des personnes ayant une déficience intellectuelle, à formuler leurs pensées, à construire leur vision du monde et à transmettre ce qu'elles ont à dire, mais jusqu'où aller, jusqu'où le moyen va risquer d'induire aussi un certain type de réponse, afin de leur permettre de dépasser les limites de la seule évocation de ce qui est dans leur vie concrète, factuelle, pour ouvrir sur ce qu'elles imaginent, sur ce qu'elles rêvent et sur ce qu'elles revendiquent